Est-ce que vous savez de quelles origines était votre famille? Je n'ai connu qu'un seul grand-père et il était originaire de la Roque d'Enterron, près d'Aix-en-Provence. Sa femme, ma grand-mère, était originaire d'un petit village près d'Alès, donc dans les Cévennes, proche des Cévennes. Mon grand-père paternel, que je n'ai jamais connu, était de Montbéliard, de la région Montbéliard-Belfort. Et il avait épousé en Algérie, il y était venu jeune, il était jardinier tout simplement. Et il a épousé la jeune femme qui servait de bonne en fait à une famille bourgeoise. Et donc cette femme était originaire de Malte, donc j'ai une grand-mère maltaise. Et c'est d'elle que je tiens ma peau brune. Est-ce que dans votre enfance, vous avez le souvenir d'une forme de mixité entre les communautés? Jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai vécu dans un quartier d'où les Français étaient partis peu à peu, on était quasiment les derniers. Et oui, j'étais entourée d'Arabes à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle ma mère a voulu quitter ce quartier en disant qu'on ne parlerait jamais bien le français à force d'être avec des Arabes. Donc on a quitté ce quartier quand j'avais 6 ans. Mais oui, jusqu'à ce moment-là, il nous suffisait de franchir la porte pour être parmi les Arabes. Ça ne me posait pas de problème particulier, c'était naturel, donc voilà. Après, on a été vivre en plein centre d'Alger, dans un quartier plutôt bourgeois, pourrait-on dire. Et où là, non, il n'y avait pas de mixité, ni dans les rues, ni à l'école. En fait, les seuls Arabes qui venaient étaient par exemple notre femme de ménage. Mais non, pas de mixité dans cet endroit-là. Quelle était la profession de vos parents et dans quel milieu social vous évoluiez? Ma mère était une femme au foyer, petite bourgeoise à sa façon. Et mon grand-père était mort de la grippe espagnole, en fait, première pandémie à l'époque, grande pandémie. Il était mort 3 jours après l'armistice de 1918. Donc mon père s'est retrouvé orphelin à 12 ans et il est passé de l'école au travail. Donc il a commencé avec un nom que je trouve très poétique, j'ai trouvé ça que chez Balzac. Il était sotte-ruisseau, c'est-à-dire en fait les enfants, les ados qui servaient, aujourd'hui on appellera les stagiaires de bas étage, qui apportaient le café, allaient poster le courrier, enfin bon, les petites choses d'une entreprise. Mais en fait, mon père est monté, je pense que mon père était un homme intelligent et à la force du travail, il est devenu directeur de cette société en fait. Donc quand il a quitté l'Algérie, c'est lui qui a liquidé cette société. Il était le dernier Français à rester et voilà. Donc pour lui, c'était un grand parcours. C'est-à-dire il était le dernier Français à rester dans cette société? Dans cette société, donc c'est lui qui a eu la charge de... Mon père ne voulait pas quitter l'Algérie. À l'indépendance, il nous a dit l'Algérie c'est mon pays, avec les Arabes ou avec les Français, c'est pas important, je reste. Donc en fait, mes parents sont restés en Algérie. Combien de temps? Jusqu'à à peu près 69. Et vous n'étiez pas là? Moi, au moment de l'indépendance, les jours de l'indépendance, j'avais 16 ans. Je finissais une seconde. Et ma mère m'a dit, le lycée ne va pas, on ne sait pas si le lycée va rouvrir. Si tu veux continuer tes études, il faut aller en France. Et donc, instantanément, j'ai dit alors je pars. Je pense que, pour moi, il n'était pas question d'arrêter mes études. Et je pense qu'inconsciemment aussi, c'était l'occasion de sortir en fait d'une situation douloureuse et compliquée, en fait, de 8 ans de guerre. En fait, je n'ai connu quasiment que la guerre, de 8 ans à 16 ans. Donc c'était passé à autre chose. Qu'est-ce qui vous fait pleurer quand vous pensez à l'Algérie? C'est le mot Alger et tout ce qu'il évoque derrière. Je me souviens quand j'étais prof là au lycée de Saint-Exupéry, à Saint-Raphaël, un jour la porte s'ouvre, une surveillante rentre, un jeune homme était derrière elle, et elle me dit du tac au tac comme ça, voici c'est un nouvel élève, il arrive directement d'Alger. J'ai failli me mettre à pleurer sur le champ, parce que pour moi c'était un surgissement brutal et inattendu pour le moins de tout un passé en fait qui est complètement mis de côté en général.
Donc je ne peux pas dire qu'il y a un événement en particulier. C'est quelque chose qui vous habite? Je pense que c'est la déchirure en fait, c'est d'avoir été obligé de partir après 8 ans de guerre, de n'avoir connu que ça. Je pense que Alger m'évoque tout ça, mais à la fois avec beaucoup de moments de bonheur et de beauté, mais les deux sont liés. Est-ce que, avec un peu de recul, vous avez le sentiment que c'est réel ou qu'il y a un peu de fantasme chez les Pieds Noirs? Finalement, la famille, les rencontres avec la famille occupaient beaucoup plus de place que j'en ai l'impression. En fait, non, on se voyait souvent. On se déplaçait souvent pour se voir les uns les autres. Non, enfin, pour moi, en tout cas, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. On se déplaçait beaucoup plus que les gens ne se déplacent en France pour se voir. Ma mère voyait sa sœur quasiment toutes les semaines. Mon père passait chez sa sœur quasiment tous les jours, donc il rentrait systématiquement l'embrasser et ressortait, quoi. Non, c'est une réalité, je pense. Et l'aspect justement plus mixité, brassage des cultures, ça vous semble réel ou pareil, ça vous semble un peu idéalisé? Il n'y avait pas de problème, je pense, au niveau interindividuel. Les problèmes étaient à un autre niveau. Après, c'est plus tard, quand je suis rentrée en France et que je me suis mise à réfléchir, j'avais 17-18 ans. Je suis rentrée première philo. Et là, avec la philo, en plus, j'avais un prof de philo qui était originaire d'Algérie aussi. Donc, il savait qu'il y avait des oreilles, il y avait beaucoup d'oreilles qui l'écoutaient. Et c'est là où je me suis mise beaucoup à réfléchir. Et c'est vrai que les relations interindividuelles étaient faciles, mais en fait, chacun chez soi. Comme le disait, il y avait l'historien hier soir, ne regarde pas ma sœur, je regarde pas la tienne. Pour moi, c'est évident, ça. C'était tacite. C'était chacun chez soi. Mais c'était tacite entre les communautés et ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien, on était quand même dans le mode colonialiste. J'ai pas du tout la même vision que mon mari là-dessus. Je trouve qu'on avait un comportement de colonialiste, même si je veux dire, mon père a bouffé de la vache enragée, quoi. Donc on n'était pas là pour faire suer le burnous. Enfin, c'est une expression qui pour moi est vraiment complètement inappropriée, enfin, quasiment indécente et injuste, je trouve. Mais malgré tout, il y avait c'était chacun chez soi, quoi. Même si on se dit bonjour, on échange, on boit ensemble, on mange ensemble, mais après, chacun repart chez soi. C'est quoi un colon déjà? Le colon, c'est un terme latin, c'est celui qui vient cultiver, en fait. Hein. Donc mon grand-père était un colonialiste au sens propre du terme. Il est arrivé et ses parents avaient dû acheter, ou est-ce qu'on lui a donné des terres, ça j'en sais strictement rien, mais il cultivait la terre, donc c'était un colonialiste au sens propre du terme, mais c'était lui qui la cultivait, même s'il avait des ouvriers, c'était lui qui partait à 4 h du matin au champ. Il ne faisait pas partir ses ouvriers, donc non. Mais après, toute la société était stratifiée, en fait. Moi, j'avais de bonnes copines qui étaient d'origine juive. Si j'en parlais à table, par exemple, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Ben quelque chose. Ah oui, elle est juive. Celui-là, ah oui, il est espagnol. Celui-là, il est italien. et ça montait en grade. Alors les Maltais, c'était vraiment tout à fait en bas. Peut-être les Juifs encore un peu plus bas. Même si c'était eux qui réussissaient intellectuellement et souvent financièrement. Mais les Maltais, oui, c'était le bas, probablement les plus pauvres qui étaient arrivés dans la société. Les Juifs étaient mal vus, mais ils ont été opprimés par les Arabes pendant des siècles. Donc ils étaient aussi tout à fait en bas et très discrets. Puis après, ça montait, mais doucement, les Italiens, les Espagnols. La crème, c'était les Français, évidemment. Enfin, ceux qui avaient des origines purement françaises. Être pied noir, c'est quoi? C'est être français d'Algérie? C'est être français? Qu'est-ce que c'est être pied noir en termes d'identité? C'est avoir été nourri par une double culture. C'est avoir quand même les deux pieds en Afrique. Ça a été mon fumier sur lequel j'ai grandi. C'est tout un passé africain qui fait que j'ai voulu après connaître l'Afrique au-delà du Sahara. Je voulais savoir ce qu'il y avait de l'autre côté du Sahara.
Et une grande douleur que j'ai eue, c'est beaucoup plus tard, j'avais 30-35 ans, j'ai été amenée à aller à Sancerre, dans le centre de la France, dans le Berry. Et j'ai découvert ce village qui a une architecture, mais typiquement française, quoi. Et là, ça m'a sauté à la figure. Je me suis dit, mais j'ai rien de français. Qu'est-ce que je fais ici? C'était trop français par rapport, en fait, à toutes mes références culturelles, y compris architecturales. Donc, être pied noir, c'est avoir ce soubassement, en fait. Hein. Bon, après, on peut rajouter tout plein de strates. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fermé la porte à l'Algérie? Oh non, pas du tout. Non, rien n'est fermé. Non. Mon départ d'Algérie, ça a été plutôt une ouverture au monde. J'ai perdu mes racines, quoi qu'on les perde jamais, elles restent en nous, en fait. En tout cas, j'ai perdu un pays, c'est certain, mais ça m'a ouvert au monde. Et les 2 fois où j'y suis retournée, je voulais vraiment y retourner. Pour moi, c'était un vrai bonheur, quoi. Et j'ai encore envie d'y retourner. Je voudrais aller vers Bonn, Constantine, toute l'Afrique de l'Est, que je ne connais pas, toute l'Algérie de l'Est. Et j'aimerais connaître. Donc non, je ne vais pas fermer la porte. Et pour finir, est-ce que vous avez le sentiment d'être en France chez vous? Un peu. Alors c'est où chez vous? Je crois que c'est plus nulle part. C'est plus nulle part. Je peux aller partout. Je peux aller partout. À chaque fois que je vais quelque part dans un endroit différent, je me dis « Ah, est-ce que je pourrais vivre ici ?» Oui, pourquoi pas. Je peux vivre à peu près partout. Ouais. Et vous croyez que ça vient de cette, comme vous disiez, de cette double culture dans laquelle vous êtes né? Oui, et le fait de savoir malgré tout que je ne peux pas retourner chez moi. Ma vie n'est plus là-bas, c'est évident. Donc, même si je peux aujourd'hui y retourner, et encore c'est pas si facile, mais non, c'était autrefois. Et demain est ailleurs, je ne sais pas. Mais en même temps, je suis française par ma culture. Oui, il y a tout un pan de moi qui est aussi français, quoi. C'est, en plus, prof de français. Mais vous êtes aussi française? Aussi, mais c'est pas très important. Et en même temps, c'est très important. Enfin, je veux dire, par la culture, par la langue et la culture, c'est important. Par l'identité, pas tellement. Je pourrais être n'importe quoi.